Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Alors là, on parle exclusivement de manga et de beaucoup de mangas. Alors je regarde ici parce qu'en fait, il y a ma pile qui est énorme parce que vous l'avez remarqué déjà, la longueur de la vidéo qui doit dépasser, je pense, les 40 minutes, et du fait que pendant 24 jours, au mois de décembre, j'ai sorti 24 vidéos, ce qui fait que pendant 24 jours, il n'y a pas eu de mes lectures. Ce qui fait que ça s'est un petit peu accumulé et que d'un coup, je me lance une très grosse vidéo avec tous les titres que j'ai lus pendant le mois de décembre. Alors, que du manga, comme d'habitude, beaucoup de spoil, donc si vous n'êtes pas à jour sur un titre en particulier, zappez, voilà, et de toute façon, ici, dans le timecode, là, enfin dans les chapitrages, il y a chacun des titres. En description, c'est pareil, donc voilà, si vous connaissez la rengaine, hein, ça fait un an que c'est comme ça, voire même plus. Et donc on commence tout de suite. On commence avec un petit nouveau dans le monde de l'édition du manga, Veil aux éditions Nueve Graphics. Alors Nueve Graphics, c'est un nouvel éditeur qui est sorti en fin d'année 2020 et qui annonce pour 2021 paquet, moult titres. Alors, les deux que je retiens énormément, c'est Rent a Girlfriend, qu'ils avaient annoncé dès le début, en disant que ça sera un de nos titres de 2021. Et mi-2021, alors ils ont annoncé aussi il y a quelques jours 9 nouveaux titres, et donc mi-2021, il y a Welcome to the Ballroom, dont j'avais vu l'animé il y a 3-4 ans déjà, en 2017 si je dis pas de conneries, et ça y est, enfin ça sort chez nous. Donc c'est vraiment les deux gros titres que j'attends chez cet éditeur. Alors je regarde peut-être les autres, mais c'est vraiment les deux gros masterpieces là qui vont sortir. Et donc je vais vous parler vite fait de Veil, donc qui est un de leurs premiers titres, donc l'édition collector avec les deux tomes qui sont sortis d'un coup, dans un coffret qui est juste sublime, alors vernis sélectif, il y a un petit côté texture, c'est vraiment un très bel objet, un très beau coffret, et donc pareil, les deux bouquins, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que ça forme une petite fresque, qui est juste ici, qui est vraiment mignonne. Alors Veil, de quoi ça parle? Eh ben je sais pas trop. Alors en fait, c'est la même chose que je vais dire, mais en fait on va suivre lui et elle, donc qui sont deux personnages. Alors elle, c'est censé être une jeune fille de 20 ans qui est aveugle. Lui, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années aussi qui est policier. Et en fait, on va suivre leur vie façon un gars, une fille. Alors en mode très branché, très, on va dire, un petit peu nouveau riche. C'est très, on va dire, très sophistiqué dans la manière de parler, de vivre. Et c'est super agréable. Alors c'est des bouquins qui font une centaine de pages, tout en couleur, avec entre chaque chapitre qui font quelques pages à peine. Hein. Les chapitres font 3-4 pages, enfin 3-4 doubles pages, ce qui fait que ça dure à peine 6 pages. C'est vraiment des petites scénettes où vraiment très mignonne, très agréable. Et donc entre chacune de ces scénettes, il y a plein de pages façon artbook, ce qui fait que on dirait un mélange un petit peu bizarre et bâtard. Pas de manière négative que je dis ça, hein, entre un manga et un artbook. Parce qu'il y avait des super pages couleurs où il n'y a aucun texte, ça n'apporte rien à la narration, c'est juste agréable à regarder. Et je reviens un petit peu sur j'ai parlé du coffret, mais franchement l'édition est sublime, petite dorure ici, le papier, enfin la couverture est super belle. Et en plus, avec chaque tome, alors faut que je les retrouve, où est-ce que je les ai foutus? Avec chaque tome, on a une petite carte, comme ça, collector. Alors j'en ai deux, parce qu'il y en avait une pour chaque tome, une en plus pour le coffret, et encore une en plus, parce que je l'ai acheté en librairie. Et en plus de ça, on a des petits marque-pages avec un point à gagner, qui d'après l'éditeur servira plus tard. Voilà, très content de ce premier titre. Alors il y a un troisième tome qui est prévu au Japon, je sais pas quand est-ce qu'il sortira en France, mais en tout cas, c'est juste très beau, et je vais peut-être me tenter par leur autre titre de SF qui s'appelle Spé-Op ou Spé-OP, je sais plus trop, juste pour voir l'objet, est-ce que c'est au même niveau de qualité, parce que si tout ce qu'ils font est de ce niveau-là, ça va être magnifique, et ça va peut-être tirer vers le haut le monde de l'édition du manga, qui des fois était par moments très bas de gamme. Kingdom, tome 53 et 55, on continue la grande bataille contre Zao. Alors le tome 53 est marqué par la fin du mini-arc sur Yontawa qui affrontait les Quanrang, qui sont un peu la tribu des montagnes de Zao. Gros combat, et donc, franchement, je sais plus son nom, c'est le moustachu, le pote à Shin, qui était là depuis le début. Il y a des grands moments, Yontawa, magnifique. Et alors après on revient sur Shin et Uon, et alors j'ai levé un petit sourcil parce que alors l'auteur met en place à la fin de ce tome-là, et met un peu plus en avant là, dans le tome 54, un délire en fait sur le fait que alors Won et Shin motivent leurs troupes, ils font un méga discours qui est super classe, franchement ça fait vibrer, et ils parlent de l'éveil d'une armée. Et
J'avoue que sur le coup, ça m'a fait un peu tiquer, on se serait dit merde, attends, il sort à nous parler du Haki, un petit peu du monde de Kingdom. C'est un petit peu étrange de parler de ça, ils auraient juste pu donner un autre terme, genre ils ont enflammé leur armée, mais j'avoue que le mode, ils ont éveillé leur armée, genre leur armée a passé un nouveau cap. Ça m'a fait un petit peu tiquer, j'ai trouvé ça un petit peu étrange comme manière de s'exprimer. À voir, mais ça n'enlève rien, mais j'avoue que jusqu'à présent la série était très réaliste, alors même s'il y avait des trucs un petit peu surréalistes hein, dans les attaques des personnages, mais voilà, c'était vraiment très sérieux, et là j'avoue que le côté éveil, j'ai l'impression qu'on revient un peu plus sur du shonen, et ça m'a un peu dérangé pour un titre qui était aussi violent et aussi dur, aussi sombre, aussi adulte. Là, elle est dans un délire de l'éveil, genre, regardez, j'ai une super technique de fluide. Ah, non, non, ça, j'ai pas trop apprécié. À voir la suite. Alors, en plus, pendant la suite, j'ai reçu aussi, il y a pas longtemps, les tomes 55 à 58. Ce qui fait que je vais les lire prochainement. Je sais pas encore quand. Ce sera sûrement dans les lectures de 2021. Parce que je vais pas faire d'autres vidéos prochainement. Mais voilà, j'en parlerai prochainement. Quand je vois le tome 58, je sens que je vais hurler. C'est sûr et certain que je vais hurler. J'ai envie de lire les 4 tomes d'un coup. Parce que le tome 58, il envoie du pâté rien que sur la couverture. Je le montre pas, mais je sens que je vais crier. The Promised Neverland, tome 17, édition Game of Thrones, on va dire ça comme ça, parce que là, j'avoue qu'on est rentré dans de la grosse politique, conflit, vengeance, complot d'État avec les démons, donc on a un gros tome sur Norman et sa bande, et le fait qu'ils commencent à faire leur coup d'État dans le cercle des nobles, des hautes sphères du monde des démons, avec notamment, alors j'ai oublié son prénom, excusez-moi, je vais revoir, c'est le clan de Gillan, qui était un noble il y a 700 ans, qui est toujours en vie, hein, qui a plus de 700 ans ce monsieur, enfin, ce démon, et qui a été trahi par un de ses généraux, il a été banni, il devait devenir une créature sauvage, il s'est rebellé, il a enduré, il a vécu dans l'ombre, et 700 ans plus tard il revient et il full dawa en mode... mariage pourpre de Game of Thrones, voilà, c'est le mariage rouge, le mariage pourpre, voilà, c'était vraiment, j'ai ressenti un petit peu cette petite vibe Game of Thrones dans ce tome qui était vraiment cool. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il reste 6 tomes, si je dis pas de conneries de Game of Thrones, The Promised Neverland. Voilà, là je pense que le prochain tome va être vraiment bien, je pense que on est dans vraiment l'arc final, et c'est vrai que je comprends les gens qui trouvent que TPN a un peu baissé en qualité, c'est vrai que là où les premiers tomes étaient beaucoup plus cérébrales, on est vraiment sur de l'action pure et dure. Et c'est vrai qu'on peut regretter ça. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'action pure et dure. Il y a beaucoup moins de réflexion. C'est un petit peu dommage. Mais j'apprécie toujours autant ce titre. Et voilà, c'est toujours un plaisir à lire. Hell Paradise, tome 10. Alors, je tiens à le répéter, le dire et le redire. J'ai commencé il y a très récemment grâce à l'offre de Kazé. Où pour 3 titres de leur catalogue, enfin de leur maison d'édition achetée, j'avais un tome parmi une sélection bien précise de tome 1 offert, et je me suis dit bah tiens, Hell Paradise je connais pas du tout, j'avais envie de commencer, j'ai acheté les 3, enfin le tome 2 à 4, et j'ai eu donc le tome 1 offert, si je dis pas non c'était 2 pour 1, donc c'était le tome 2 et 3 et le tome 1 en plus, et j'avoue que j'ai vraiment kiffé, et plus ça va, et franchement, c'est super bien. Alors là, dans ce tome-là, on a les renforts des Asaemon qui retrouvent, on va dire, le premier groupe de nos héros survivants, et qui dit, cette retrouvaille, il y a des gens qui sont un petit peu, les renforts, ils sont là un petit peu pour exterminer les criminels. Les criminels, ils sont dit, mais nous, on est potes, on est gentils, on a survécu, on est amis avec tout le monde. Mais en plus, il y a les ninjas qui sont là pour Gabimaru qui arrivent. C'est le dawa le plus total. En plus, t'as les maîtres immortels qui arrivent, qui se bagarrent pas avec tout le monde. Enfin, c'est un foutoir monumental. Il y a des mecs, les potes sont devenus ennemis, les ennemis sont devenus potes. Enfin, c'est un truc de fou. Et alors, c'est un gros tome sur Gabimaru aussi parce que on découvre un petit peu les origines de Gabimaru. Enfin, encore une fois, notamment que son titre de Gabimaru le Vide, c'est un titre qui se transmet de génération en génération. Ce qui fait que dans son clan, il y a toujours eu un Gabimaru. Ce qui fait que pour les ennemis, mais Gabimaru, ça fait genre 700 ans qu'on l'affronte et qu'on le tue, et il est toujours là. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est un titre qui doit faire peur, et donc forcément, si on dit qu'il y a un ninja immortel qui existe depuis des milliers d'années, ça fait super peur. Et j'ai bien aimé ce petit côté-là, même si le Gabimaru actuel est ultra fort. Voilà, il y a des super combats. Hell Paradise, si vous connaissez pas, foncez dessus, il y a 10 tomes. J'ai cru comprendre qu'on était vraiment dans la fin, de toute façon. Ça se voit que cette série va pas être très très longue. Je pense qu'une vingtaine de tomes grand max, ça sera la fin. Et vu que les grands méchants sont apparus très tôt et ils se sont éliminés les uns après les autres, je pense qu'après ces grands méchants là, il va pas y avoir un nouveau méchant encore plus méchant. Je pense pas que ce soit le délire, mais en tout cas, Hell Paradise, graphiquement top, l'histoire est vraiment cool, je vous recommande. Shine tome 10, c'est
toujours aussi bien. Ce manga sur le monde du stylisme et du mannequinat, c'est vraiment super bien. Je l'ai commencé en me disant, bon, ça va compenser la fin... J'essaie de me rappeler, mais la fin prématurée de Act Edge. Et bah, je suis bien content. Alors, c'est triste ce que je vais dire, mais je suis bien content qu'avec quelque chose de terminé parce que je pense que je serais passé à côté de ça. Et c'est vraiment trop bien. Là, on a Ikuto qui arrive chez Aphrodite, je sais pas comment ça se prononce. Enfin, moi je dirais Aphrodite, hein, comme ça se prononce en français. Hein. Peut-être qu'ils veulent le prononcer en mode anglais. Donc, en tant que stagiaire. Et il gravite très vite les échelons. J'aime bien le mec qui dit, mais attendez, j'étais le stagiaire le meilleur. On m'avait dit que c'était trop bien. Et lui, il va plus vite que moi. C'est n'importe quoi. J'ai trouvé ça super bien. Le fait qu'on lui mette un défi en disant, ouais, t'as 3 tenues. Faut que ça, tu le rendes plus moelleux. Ça moins cher et ça plus pratique. T'as 3 jours. Et là, il se creuse la tête, il dit attends, j'ai une idée. Il fait non, cette idée, c'est de la merde. Recommence et il se remet à potasser, à réfléchir. C'est trop bien. En plus, lui-même, le héros qui s'affirme, qui était un petit peu. Alors c'est méchant, mais un petit peu une lopette, un petit peu, on va dire ça comme ça, hein, où vraiment, dès qu'on le regardait droit aux yeux, il baissait la tête et il disait me tape pas. Là, il porte ses coups, il pose ses coups sur la table, il dit non, on va faire comme j'ai dit, d'accord. Je trouve ça super bien. Alors, et j'ai adoré, alors j'ai oublié son nom, si vous désolé, c'est l'autre personnage principal, donc l'héroïne, la fille là, qui veut devenir mannequin, qui est trop petite. Putain, mais comment l'auteur, il fait des gros coups de pied, mais genre, allez, Ikuto, vas-y, plaque-la contre le sol et fais-lui 4 enfants. C'est pas possible à ce niveau-là, là, elle attend que ça, la fille. C'est pas possible. Alors, c'est horrible ce que je dis, hein, c'est vraiment gros, beauf, dégueulasse, mais franchement, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible, là, il faut qu'il l'embrasse au bout d'un moment. L'autre, elle est en train de le chauffer, mais c'est un truc de fou, il est chauffé à blanc. Mais il voit rien, c'est n'importe quoi, mais c'est génial, franchement ce tome il est trop bien. Non franchement Shine, si vous ne connaissez pas, regardez l'anime même s'il est pas ouf sur Wakanim, lisez le manga, il est trop bien. On parle maintenant de l'Atelier des Sorciers tome 7, c'est toujours aussi beau, toujours aussi agréable à lire, même si bon j'avoue que d'un tome à l'autre je me souviens plus trop de l'intrigue, je me souviens de ce qui se passe dans le tome, mais j'avoue que ce qui s'est passé avant... C'est un petit peu flou par moment là, j'avoue que ce qui s'est passé avant c'est très flou. Il faut à chaque fois que je relise les tomes, mais j'ai la flemme de lire tous les tomes à chaque fois. Dans ce tome-là, on apprend pas mal de choses sur le maître de Coco et sa relation avec la confrérie du Capuchon. J'ai beaucoup aimé le passage où Coco s'en va et elle se retrouve dans un lac et il y a une créature. Enfin, c'était vraiment super beau, super impressionnant. Et après, on a pas mal de choses sur... alors, j'ai oublié son nom, c'est Igulo. C'est le mec qui a un bouc, donc qui est le partenaire de Kifrey, donc le maître de Coco. Enfin, pas partenaire, des affaires, hein. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de sexuel entre eux, peut-être que j'ai des conneries, hein. Le passage où il va voir un baron et qui dit oui, je veux que ma salle soit comme ça, etc. Et en fait, il apprend par quelqu'un que en fait sa fille va se marier avec un mec et que son blason est bleu et que si le truc sera rouge, son blason ne sera plus vraiment bleu mais pourpre, etc. Voilà, c'est des petites magouilles de nobles. Je trouve ça super intéressant, super cool et comment faire plaisir à son employeur, mais en même temps à la mariée. C'était vraiment super bien. L'Atelier des Sorciers, c'est super beau à lire absolument. C'est un bonbon pour les yeux. The Quintessential Can't You Play, tome 6. Alors le tome commence là où s'était arrêté le tome précédent avec l'une des 5 sœurs, on ne sait pas son identité, en mode cheveux longs, qui vient voir notre héros et qui lui fait un peu de rentre-dedans, qui lui raconte des trucs et qui lui rappelle un peu ses souvenirs que finalement Futaro a rencontré une des quintuplés il y a très longtemps, mais il sait pas laquelle, et elle s'en souvient. Alors ceux qui connaissent la fin, maintenant j'ai cru comprendre que, alors je sais qui est la mariée finale, mais j'avoue que en sachant ça, il y a des choses que je vois, je fais waouh. Alors, c'est vrai que je me suis gâché un petit peu la fin, mais je voulais pas qu'on me la spoil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je dirais pas qui est la mariée. Je le dirai jamais, j'ai pas envie de spoiler ça à quelqu'un. Mais j'avoue que je sais qui est la mariée. Je vois les scènes et je me dis, waouh, c'est fort. J'avoue, ce que fait l'auteur, il place des indices, mais c'est tellement, tu dis, mais comment les gens s'en sont pas rendus compte à l'époque. Mais alors même moi, je pense que j'aurais pas pensé à ça à l'époque, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, après ce petit passage, c'est le tome de Nino. Point barre, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est quasiment le 3/4 du tome, c'est sur elle. Le passage où on retrouve Futaro qui vont à l'hôtel, alors rien de sexuel encore une fois, j'arrête pas de dire ça, dans cette vidéo c'est dégueulasse, où ils vont ensemble et qu'elle dit ouais j'aimerais bien rencontrer ton cousin, et que donc Futaro se met sa perruque blonde pour faire croire que c'est le cousin de Futaro, enfin c'est son cousin, et pour faire plaisir à Nino, et qu'à chaque fois que Nino il pose une question, elle dit attends je reviens. Elle s'en va, elle appelle Futaro qui est à côté, il fait putain qu'est-ce que tu me veux? Il fait c'est quoi que ton cousin il aime le chocolat. Il fait ok,
tu veux du chocolat? Il fait ouais, il a des grosses sueurs. J'ai trouvé ce passage qui se répète 2-3 fois hilarant. Je pense qu'en animé, quand ça va arriver, l'animé en plus il est dans pas très longtemps, ça va être génialissime. Alors, en plus ça se coupe les cheveux, alors là, Nino les cheveux courts, bombe sexuelle, il n'y a pas d'autre mot à dire. Là j'avoue que Ichika c'est numéro 1 dans mon cœur, mais là j'avoue que Nino cheveux courts, ça se discute hein, maintenant, hein. J'avoue que là les deux, c'est compliqué. Hein. Et, non franchement, c'est super bien. Là en plus, dans pas longtemps, on va voir Kaguya-sama, Love is War, Pika. Ils vont ravager le game avec des comédies romantiques. De toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mon Discord et Twitter, Pika, en 2021, c'est un monstre. Il y a tellement de trucs qui sortent l'année prochaine, je vais faire que des mangas à chaud sur leur mot titre. C'est pas possible. L'attaque des titans, tome 32 sur 34. J'ai appris il y a pas longtemps que le 34e tome qui sortira au Japon dans pas longtemps sera le dernier, ce qui fait qu'on est à quelques chapitres de la fin en scan, et ce qui fait qu'on est qu'à 2 tomes. Alors si mes calculs sont bons, on devrait avoir la fin en juillet-août 2021. Ça tombe plus ou moins en même temps que la Japan Expo. Est-ce que Pika va faire venir l'auteur? Alors avec le Covid, j'y crois pas trop. C'est qu'une supposition, hein, honnêtement. Commencez pas à y croire. Je me dis, bah, vu que l'auteur va terminer son manga, il va avoir du temps libre. Il pourrait venir en France. C'est un gros carton en France. Voilà, on est quand même le 2e pays du manga, ça serait bien qu'ils viennent chez nous. En plus, il y a Japan Expo, ça peut être à ce moment-là. En plus, je crois que ça va décaler Japan Expo plutôt mi-juillet. Ce qui fait qu'on pourrait avoir une sortie tome finale en même temps que l'auteur. Ça serait génialissime. J'y crois à moitié, mais ça serait vraiment bien. C'est juste un plaisir, mais avec le Covid, j'y crois pas trop. Le tome 32 en lui-même, je l'ai trouvé un peu moyen. Voilà, alors après le tome 31 qui était génialissime, là je trouvais qu'il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de complots, encore une fois, à quelques tomes de la fin, je trouve que c'est un peu chiant. Grosse partie action, voilà, qui était sympathique aussi, mais ce qui m'a vraiment scotché, c'est le dernier chapitre. Il était juste incroyable. Alors, je le dis direct, hein, ceux qui regardent que l'animé, cassez-vous tout de suite, parce que là je vais spoil. Le grand terrassement, c'était un truc de malade. Les quelques dernières pages du début du grand terrassement, quand Eren arrive, et alors t'as les titans gigantesques qui passent sous les bateaux en mode, on dirait Godzilla, j'ai trouvé ça vraiment, la page était vraiment comme tu vois le destroyer et juste en dessous le titan qui passe, tu vois juste l'ombre. Incroyable, alors quand il marche et qu'il rabâche tout, Eren en mode tout puissant, incroyable. C'est l'attaque des titans, une pépite. Orient, tome 5, on arrive à la fin de l'arc du sabre Kitetsu, le test du sabre Kitetsu, qui est vraiment sympathique. Alors j'ai bien aimé le personnage avec... alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais c'est celui, je l'appelle celui qui est la bootleg de Mihawk, son grand sabre, qui est comme Musashi, qui est refusé par le sabre Kitetsu. Son attaque spéciale où il fait un cube, que ça découpe une montagne, que ça la retourne, je me suis dit, waouh, on sent que... Bon, je sens que c'est l'auteur de Maggie, parce qu'il y avait un truc un peu dans ce délire-là, dans Maggie, où il y avait un mec qui faisait téléporter un haut de montagne pour le jeter sur quelqu'un. C'était incroyable, c'est toujours aussi stylé, franchement. Là, ils se tiennent avec un sabre en disant « Putain, on va se casser la gueule, c'est la merde !» C'était vraiment cool. L'apparition de la déesse, j'ai trouvé, bon, ça fait encore un petit peu Musashi, la grande destinée. Bon, c'est toujours les héros comme ça, hein, les héros de shonen. Hein. Ça me rappelle un petit peu Maggie avec Aladdin, qui était un petit peu comme ça aussi, finalement, une grande destinée, des grands pouvoirs. Et sans surprise, quand Musashi fait son test du sabre, il a comme par hasard la couleur la plus rare du monde, la couleur rouge, je dis pas de bêtises, ou bleu. Non, bleu c'est son pote Kojiro qui a la couleur la plus commune. Et alors, comme je disais, je pense, hein, c'est vraiment une théorie, je connais pas la suite du manga, que ça reprend un petit peu les cercles shintoïstes qu'on avait un petit peu dans Naruto, mais c'est plus dans Shaman King avec Ao, où il peut transformer l'esprit du feu en esprit de l'eau, de la terre, du métal et du bois, si je dis pas de conneries. Je pense que ça reprend un petit peu ça, peut-être que j'ai des conneries, mais là c'était un petit peu ces éléments-là dans l'étoile shintoïste ou taoïste, je sais plus trop exactement, mais il y a un délire comme ça dans Shaman King, avec l'esprit du feu qui peut devenir de l'eau, de l'acier, de la terre et du bois. Et donc du feu aussi. Est-ce qu'on va voir ça? Est-ce qu'ils vont expliquer ça plus tard? Parce que, voilà, soit c'est ça, soit c'est un délire à la manière Naruto, avec foudre, vent, eau, etc. Toi-même tu sais. Voilà, Orient, franchement ça devient de mieux en mieux, j'apprécie de plus en plus le titre, et voilà, j'aime bien, c'est un bon shonen. Nun, tome 6, c'est toujours un super régal à lire. Je kiffe ce manga sur la Seconde Guerre mondiale avec un des enfants d'Adolf Hitler qui a des pouvoirs de... Alors c'est pas vraiment de l'hypnose, c'est une sorte de persuasion, et j'avoue que le tome est... Alors on voit pas beaucoup de Nun dans ce tome là, mais j'avoue que
il y a une aura qui se crée autour de ce personnage-là. Ça y est, on crée une sorte d'aura de Neun, où ils expliquent qu'il envoie des enfants pour faire exploser toute une plage où il y a des mines, et que comme ça lui il pourra passer tranquillement. J'ai trouvé que la scène où il arrive en mode on dirait Anakin à la fin de Star Wars 3, incroyable. Franchement, Neun, j'ai pas d'autre mot à dire, c'est magnifique. 2021, ça va être une année de fou parce que Panini va rééditer Sidou, donc un manga de samouraï du même auteur. Et j'aimerais vraiment que Pika édite Black Box, donc un manga de boxe du même auteur, qui s'est terminé en 3 tomes au Japon. Il pourrait le sortir en un gros volume, ou en 2 gros volumes comme ils ont fait pour Détonation. Et en la collection Pika graphique, ça serait vraiment cool. Voilà, en tout cas, Tsutomu Takahashi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, son dessin est incroyable. Neun, c'est à lire absolument, c'est génial. On est déjà à 6 tomes et moi je surkiffe ce titre. Gigante, tome 6, et alors je sais pas trop où voulait l'auteur avec ce tome-là, parce que alors entre les mecs qui viennent du futur, qui découvrent le monde présent, qui connaissent pas les ramen et qui vont faire la tournée des restaurants à 4 étoiles sur Google, et je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut raconter avec ça, là, pour l'instant. Je vous avoue que c'est toute intrigue, pour l'instant, totalement osef, et je sais pas ce qu'il veut raconter avec. Et alors, le passage où t'as Papiko, enfin, donc Shio, et alors, j'ai oublié le nom de son petit copain, désolé, qui partent ensemble sur une petite île tropicale japonaise pour forniquer pendant 4 jours et 4 nuits. Voilà, j'avais pas forcément envie de voir un hentai où le pépon dans la piscine, et qu'après, t'as 4 pages où ils font du sexe pendant... Voilà, 4-5 pages, jour et nuit. Voilà, si je veux lire un hentai, je vais acheter un truc, voilà, un hentai quoi. Voilà. Je connais l'auteur, hein, mais j'avoue qu'à chaque fois ça me. Surtout que ça raconte pas grand chose en fait. Alors, en elle-même, la scène raconte pas grand chose. Alors après, il y a le côté paparazzi que j'ai trouvé très intéressant, où finalement le héros, déjà j'ai oublié son prénom, c'est horrible, Ray. C'est marqué là, désolé. Il se fait, les paparazzi l'ont vu, donc il est photographié partout, tout le monde le connaît. Et il y a un peu les conséquences qui fait qu'il y a des mecs qui sont ultra fans de Papiko, notamment dans son école. Ils disent non mais tu couches avec Papiko, il lui casse la gueule. Et il dit bah ouais mais je peux pas continuer à vivre comme ça, je peux pas vivre avec la peur au ventre et le fait que me faire tabasser à chaque fois qu'on va sortir ensemble. Donc on va arrêter d'être ensemble, mais dans 3 ans, quand je serai majeur, on pourra. C'est aussi pour elle parce que finalement il est encore mineur, donc les Japonais n'aiment pas trop ça. Je trouve ça super intéressant, le côté paparazzi, le fait les conséquences, et je suis sûr, alors si un jour je trouve un interview de l'auteur sur ça, je suis sûr et certain qu'il s'est inspiré d'une histoire avec une idole où il y a un petit copain qui était peut-être plus jeune ou de son âge et qui s'est fait péter la gueule par des fans hardcore dans le métro. Je le sens gros comme une maison que c'est une référence à ça. À voir, en tout cas j'ai sorti ça un petit peu comme ça, comme si c'était une idole qui avait un petit copain et le petit copain s'est fait casser la gueule. À voir la suite en tout cas, Gigante. J'avoue que ce tome-là était pas hyper intéressant, à voir la suite. Voilà, après, moi je continue parce que j'aime bien l'auteur, j'aime bien ses travaux sur Gantz et sur l'Astéro Nyoshiki, mais j'avoue que Gigante pour l'instant c'est pas son meilleur titre. Jujutsu Kaisen tome 6, c'est un truc de ouf à quel point, alors je regarde l'animé sur Crunchyroll, plus l'animé monte en puissance, plus les tomes en ce moment chez Kiyun montent aussi en puissance, ce qui fait que je redécouvre le début du manga que j'avais trouvé un petit peu osef, de manière cool via l'animé, que je suis la publication française et que c'est de plus en plus cool, et en fait toute ma hype sur Jujutsu monte tout doucement, là où j'avais trouvé les 4 premiers tomes ultra osef, et pourtant l'animé ça dépote sa race. Là on est au tome 3 je crois par rapport à l'animé, et putain c'est trop bien, alors que j'avais trouvé ces tomes là, les tomes sans plus en fait, hein. J'avoue que ça m'avait pas marqué plus que ça, l'animé fait vraiment un super boulot. Le tome 6 marque la fin de l'arc tournoi, donc le tournoi qu'il y avait entre les écoles de Kyoto et Tokyo, donc où c'était une sorte de petit battle royale où il fallait en même temps éliminer des fléaux, et à l'arrivée de toute la troupe, alors désolé j'ai oublié son nom, c'est celui qui a un œil en moins, qui a une mèche, qui a un kimono, je l'ai noté quelque part sur mon téléphone, excusez-moi, Suguru Garo. Voilà, Suguru Garo, qu'on n'a pas encore vu beaucoup dans l'animé, qui a toute sa bande, gros combat, ça dépote de partout, notamment t'as Aoi, si je dis pas de conneries, qui est le gros musclé avec la balafre, qui est avec notre héros, où ils font un méga combat tag duel avec la sorte de créature qui a des cornes arbres, ça dépote sa race. T'as le directeur de Kyoto qui arrive avec une guitare, qui se bat avec une guitare, mais c'est n'importe quoi. T'as Gojo qui est en mode goth, qui refait l'infini. Non, c'est franchement, là, ce tome-là, il dépote sa race. C'est un truc de ouf à quel point ça monte en puissance. Et l'animé, en fait, là, vraiment, Jujutsu, en tout cas pour la France, hein, parce que
Demon Slayer, on avait moins ça vu que le manga était en pause au moment où ça a commencé en France. Mais là, l'animé me hype, le manga me hype, et en fait, il y a un effet de vase communicant entre les deux qui fait que je suis de plus en plus hypé sur Jujutsu, là où Demon Slayer, bah, il n'y a pas eu ça parce que le manga était en pause pendant très longtemps en France, à cause de Panini, hein, et quand l'animé montait en puissance, le manga, il n'y avait rien, ce qui fait que ça n'a pas décollé autant. Alors là, ça décolle en ce moment avec les tomes, mais un an plus tard, quoi, c'est dommage. Jujutsu, trop bien, franchement, je kiffe. Les liens du sang, tome 8, et alors je suis un peu déçu par ce tome parce que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh, on va en apprendre plein de choses sur Seiko. Je l'ai vu en mode lycéenne, collégienne, et je me suis dit, oh, est-ce qu'on va pas découvrir enfin qu'est-ce qui l'a poussé à être comme ça? Finalement, non. Alors peut-être que dans le prochain tome, on va découvrir des choses, mais là, j'avoue que la couverture m'a fait imaginer plein de choses. Je me suis dit, oh, quand j'ai vu le tome, j'ai dit, oh là là, on va apprendre son enfance, on va apprendre que sa mère est encore pire qu'elle, et qu'en fait elle a reconduit ce que sa mère a reconduit avec elle, et qu'en fait c'est un cycle sans fin depuis des années, que c'est dans sa famille, les mères sont hyper protectrices, et finalement en fait il n'y a aucun flashback, ce qui est un peu décevant. Alors après le tome est génialissime, Shuzo Shimi est toujours aussi dingue, le passage où on a Shigeru, ouais, c'est ça, Shigeru, qui est dans les toilettes et qui voit tous ses potes en mode fantôme et qui les tabasse et qui pète un câble, je trouvais ça fantastique. Le passage où il fait convoquer par le directeur, pareil, il pète un câble, c'était génial. La fin, les dernières pages, mon dieu, je veux le tome 9 tout de suite. Là, il n'y a pas d'autre mot, c'était incroyable. Et alors, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai eu un méga pincement au cœur quand il y a le passage avec Yuiko. J'ai pleuré, je me suis dit, pauvre Shigeru, il perd vraiment tout à ce moment-là. C'est vraiment dur pour lui. C'est les rejetés de tous, et franchement, c'est trop bien. Les liens du sang, je pense qu'on est à 2-3 tomes de la fin. Là, le prochain tome, mais je l'attends avec impatience. Oh, là, comment se termine ce tome-là, mais franchement, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. C'est criminel. Là, ce qu'a fait l'auteur, ce qu'a fait Kiyun avec la fin de ce tome, enfin, comme ils y sont pour rien, mais l'auteur, il finit ce tome-là, là-dessus, c'est criminel. Là, franchement, les aveux, j'ai trouvé ça criminel. Là, finir là-dessus, en mode, j'ai fini le tome, j'ai dit, attends, je fais quoi? J'ai les scans ou j'attends 3-4 mois, là? Parce que je me pose la question maintenant, là, j'ai grave envie de lire les scans. Je veux savoir la suite. Je sais pas à combien de chapitres on est d'écart avec les japonais, mais j'ai grave envie de savoir la suite. Je me retiens énormément. Il n'y a pas beaucoup de titres dans ce que j'ai dit jusqu'à présent où j'ai envie de lire des scans tout de suite. Là, les liens du sang, j'ai envie de tout lâcher, de me lire les 40 chapitres, s'il y en a 40, pour être à jour. C'est un truc de ouf. Là, ce tome-là, c'est un truc de malade mental. Maison Ikoku Perfect Edition, tome 5. Bah, comme d'hab, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est sympa, mais j'avoue que je préfère toujours Ranma, je préfère toujours Inuyasha. Rinne, le peu que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que c'est un titre qui a le poids des années, peut-être que j'ai pas grandi avec, forcément, j'ai mon a priori. Après, il y a des bonnes choses, j'ai beaucoup aimé l'arrivée, alors excusez-moi, j'ai oublié son prénom, c'est le père de famille, Monsieur Ichinose qui arrive, qui est un nouveau personnage. Qui apparaît, que je trouvais vraiment super intéressant, là, sa rencontre avec sa femme, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont demandés en mariage. J'ai vraiment trouvé ce passage super intéressant. Après, le reste du tome, pas plus que ça. J'avoue que je garde pas un grand souvenir de ce tome-là, mis à part le Monsieur Ichinose et le fait que le héros, alors j'ai oublié son nom, excusez-moi, Yusaku, non c'est pas ça, je sais plus son nom, putain excusez-moi, hein. Le problème c'est que j'arrive pas à retenir les prénoms des personnages, peut-être ça aide pas non plus. Donc le héros qui rate encore une fois son examen à l'université, ce qui fait que ça va replonger l'histoire un an plus tard. Alors je trouve ça c'est vraiment bien, c'est que vis-à-vis de l'université, ça me rappelle déjà un petit peu Lovina. Alors, est-ce qu'il y a une référence à Lovina avec ça? Enfin, Lovina a fait une référence à Maison Ikoku, je sais pas. Mais j'avoue que le fait que, régulièrement, on apprend qu'il rate son examen, tu dis, ah, ça fait déjà 1 an depuis la dernière fois. Et donc, tu vois le temps passer. Je trouve ça super intéressant. Là où Ranma 1,5 et Inuyasha, on avait moins cette notion de combien de temps il se passe entre tel et tel tome. Je crois que savoir que dans Ranma, à la fin, ils sont à la fin du lycée, mais c'est vrai qu'on voit jamais la rentrée, on voit juste des Noëls passés, mais tu sens que c'est plus parce que voilà, ça fait 1 an depuis l'année Noël, on refait un chapitre spécial Noël pour les fans, pour que ça soit dans la timeline, mais t'as eu 4 Noëls en 3 ans, quoi, c'est bizarre, tu vois, c'est un peu bizarre pour Ranma, mais là j'avoue que on voit le temps passer, je trouve ça super intéressant, mais c'est vrai que j'apprécie pas des masses de titres. Peut-être qu'un de ces cas, il faudra que je regarde l'animé, Juliette je t'aime, peut-être que je vais beaucoup plus rentrer dans l'histoire après ça, je sais pas. En tout cas, c'est sympathique et je continue toujours pour la collection et découvrir plus de Rumiko Takahashi. Alors là, on va parler d'un des titres les plus particuliers que j'ai eu à lire cette année, Children.
comment dire? Alors déjà, vous voyez les couvertures très mignonnes avec du sang partout et effrayantes. Alors c'est une histoire, pas forcément d'horreur, mais plus gore, parce que pour moi l'horreur c'est vraiment un sentiment, une atmosphère qui se dégage tout doucement, là où Children, dès le début, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Dès le chapitre 1, tu sens que c'est l'enfer, avec des enfants cannibales qui tuent des adultes, et là où je trouve le titre est de plus en plus malsain et intéressant, c'est pas forcément le côté violent, il coupe des adultes, il les bouffe, c'est le côté où chacun des enfants du pensionnat a un malaise en lui. Alors ça m'a rappelé un petit peu l'île de Zuki, mais en beaucoup plus trash, et un petit peu aussi World War Demon, si je dis pas de conneries, qui était chez Akata, où on suivait des gens qui s'appelaient les Alice, qui avaient des problèmes mentaux, et là en fait tous les enfants ont plus ou moins un traumatisme, qui est plus ou moins intéressant, notamment dans le tome 2, je trouve qu'il y en a un qui est super intéressant, que j'avais pas vu venir, et que j'avoue que je pense qu'en relisant une deuxième fois le titre, tu fais waouh, tout était là depuis le début. Dans le tome 1, on voit surtout un des enfants qui a en fait un problème avec sa sexualité, qui se déguise en fille et qui avait été mal vécu avec ça dans son enfance et qui était rejeté. Dans le tome 2, ça continue, c'est super intéressant, notamment avec des jumeaux. Voilà. Enfin, franchement, Children, c'est super bien. Et il y a un gros twist dans le tome 2, enfin il y a plein de twists dans le tome 2, c'est génial. Moi qui connaissais pas plus que ça Omake Book, ils enchaînent pas mal de bons titres, notamment Assistant Assassin, dont j'attends énormément le tome 3, qui est vraiment un super titre, très violent, qui est vraiment super intéressant, et t'as un petit sentiment de satisfaction à chaque fois que tu lis un tome, et j'avoue que Children, c'est vraiment, alors je reviens sur Children, hein, un titre malsain, où t'en sors pas indemne à la fin de la lecture, où vraiment tu finis les deux tomes, t'es un peu en mode, tu poses tes bouquins, tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que l'auteur a voulu raconter, qu'est-ce que... C'est vraiment... Il y a un truc dans ce titre qui va vous marquer à vie. Franchement, c'est le genre de titre, une fois que tu l'as lu, tu te poses et tu te dis, je le relirai un jour, je sais pas quand, mais en tout cas, je le relirai parce que c'est trop bien. Alors, en parlant de trucs bizarres, on va dans un autre délire. Battle Brother, le tome 2 sur 4. Franchement, j'adore cet auteur et ça continue. Le tome 2 est surtout marqué par l'arrivée de ces deux personnages-là qu'on avait vus en fin de tome, qui sont deux sœurs, qui sont poursuivis par un personnage qu'on voit au dos de la couverture, qui a une tête horrible, qui me rappelle un petit peu un personnage dans Perfect Blue. Ouais, c'est Perfect Blue, qui était le stalker, un petit peu, qui est aussi un stalker, parce que l'une des sœurs est une idole, enfin c'est une idole, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est une chanteuse, donc c'est une idole, si je dis pas de conneries, c'est une petite starlet, et qui les poursuit, depuis bien avant le cataclysme. Alors ça continue un petit peu dans l'idée que j'avais dans le tome 1, que ça raconte un petit peu le côté otaku, mal vu, etc. C'est marrant, c'est ce que ceux qui connaissent la virginité passée 30 ans du même auteur, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail de vase communicant entre ce one-shot qui est pas écrit par l'auteur, qui est inspiré, enfin qui est une adaptation en manga d'une étude faite par un journaliste, et ce titre-là où vraiment il y a ce côté un petit peu délirant qu'a bien raconté l'auteur, avec des propos qu'il a récupérés ailleurs, et franchement super intéressant. Alors il y a aussi un petit peu un côté, alors c'est méchant ce que je veux dire, mais les filles c'est des salopes, parce que vu comment se termine le tome 2 avec une des sœurs qui fait du charme au héros, et dès qu'elle peut se barrer et être en plus en sécurité, elle dit casse-toi, je me casse, et l'autre il dit attends, tu m'as chauffé toute la nuit, tu voulais coucher avec moi, mais en fait c'est juste pour ma protection. Salope, limite il a lâché un gros salope, tu vois, à la fin du tome. Moi j'ai lâché un salope. Et c'est surtout la plus jeune qui est vraiment une bitch, hein, voilà, c'est vraiment... Il dit ouais, t'es vraiment qu'une pute à racaille. J'ai adoré je crois qu'il y a un truc comme ça, mais c'était génial. Et non, c'est super bien, Battle Brother, j'adore. J'aime encore plus que Lady Boy versus Yakuza, l'île des pervers ou l'île des détraqués sexuels, un truc comme ça, l'île du désespoir. C'est vraiment super bien, Battle Brother, je vous conseille, c'est en 4 tomes à lire absolument. Les héros de la galaxie, tome 10. Alors, si je dis pas de conneries par rapport à l'anime qui est sur ADN, on est en plein dans la saison 2 avec, le tome se commence avec une grosse bataille toujours entre Yang Wenli et Reinhardt von Langerham. Je dis les noms, mais je sais peut-être que j'ai des grosses conneries. Donc, ça m'a un peu moins intéressé parce que j'avoue que le tome 9, j'ai plus trop les... Je sais plus pourquoi ils se battaient. Et après, j'ai fait, ah, ça y est, je me souviens par rapport à l'anime. On va être, je pense, dans au moins 2 tomes. On va plus du tout avoir de confrontation entre Reinhardt et Yang Wenli parce que il va y avoir beaucoup de problèmes internes aux deux gros empires. D'un côté, du côté, là on est surtout pour Reinhardt, dans ce tome-là, l'empire, l'empereur est mort et il n'y a pas d'héritier.
Enfin, il a 2 héritières qui ont 16-17 ans et un héritier mâle qui a 6 ans. En théorie, ben, tu donnes à l'héritier mâle, sauf qu'il est trop jeune. Et donc, ça va être une lutte de pouvoir entre les 2 héritières plus âgées, mais qui sont aux mains, qui sont donc les filles de 2 nobles très puissants, et l'héritier légitime qui est trop jeune, donc un petit peu comme Game of Thrones, je reviens à Game of Thrones, et bah Reinhardt il va essayer de faire son petit jeu, ça va être génial, il va un petit peu réformer l'Empire de l'Intérieur en étant le grand général ultime, parce qu'il va bien se placer, ça va être génial, et de l'autre côté, Young Wenli va avoir ces choses, notamment ben, Reinhardt, pour être tranquille, il dit on va faire un traité de paix, je vous rends vos prisonniers, sauf que dans les prisonniers, il y a des espions. Ça va être le bordel. Ça va être génial. J'ai hâte de lire les prochains tomes. Parce que là, Young Willy va devoir aussi avoir des choses. Il va y avoir des petits problèmes internes dans la fédération des planètes libres. Ça va être génial. Les prochains tomes, ça va être que de la politique, que de la magouille. Il va y avoir un peu moins de baston, mais ça va être génial. Dr. Stone, tome 13. Eh ben, j'ai qu'une chose à dire. En fait, plus le temps passe, et plus j'apprécie Dr. Stone. Alors en fait, pendant très longtemps, j'avais cet a priori... Alors, je trouvais pas le manga mauvais, mais en fait, pendant très longtemps, en fait, je relisais des chapitres que j'avais lus en scan il y a très longtemps, et en fait, en scan, le fait de lire un scan toutes les semaines, et pour d'une vingtaine de pages, et attendre une semaine, ben, j'appréciais déjà pas beaucoup le titre, et en fait, je trouvais qu'il y avait un défaut qui venait, c'était « tout va trop vite ». Et en fait, depuis quelques temps, je lis des tomes de scan que je n'ai pas lu, parce que je me suis arrêté plus ou moins après la Stone War, la grande guerre, ce qui fait que ça fait 2-3 tomes où je découvre les choses que en tomes, et bah en fait, tout enchaîné d'un coup, et ben je trouve ça génial, et j'apprécie énormément le titre, je le trouve très inventif, alors c'est vrai que ça va toujours très vite, où le héros trouve une idée, et ça enchaîne plein de choses, mais je trouve ça hyper inventif, et en fait, ça change des chaînes de baston trop classiques, où les mecs qui font que se taper dessus sur des nouvelles techniques, là c'est juste le héros qui réfléchit, il trouve un plan, alors c'est vrai que le plan pour créer, je sais pas, une roue est beaucoup trop facile, mais je trouve ça hyper intelligent, je sais pas pourquoi, mais j'apprécie vraiment beaucoup le titre, alors en plus on est vraiment sur, même plus de l'action, c'est de l'espionnage, où le héros va... Il y a une délire de maquillage, voilà, il faut rendre les filles belles, pour les mettre dans un royaume, pour qu'elles se fassent choisir par un roi un petit peu dégueulasse, pour qu'elles le manipulent, pour qu'il fasse de l'espionnage, et qu'il récupère des informations, je trouvais ça super bien, pour un shonen, ben, je trouve ça super intelligent. Voilà. Alors c'est pas que les shonen sont débiles, mais je trouve qu'il est vraiment très astucieux dans sa narration et dans ses idées, et Dr. Stone, ben, je trouve ça super bien en fait. Shaman King Star Edition, tome 4 et 5, donc qui sont au tome 7, 8, 9, 10, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de choses en 2 gros volumes, donc 4 tomes. Notamment dans ce tome-là, on a le combat entre Yo et Taoren, donc le gros combat qui marque la fin du premier tour du Shaman Fight. Il y a Tao qui retourne en Chine et nos héros qui vont le retrouver pour affronter le père de Tao. Gros combat en mode... un petit peu Chevalier du Zodiac avec des étages où il y a des défis, avec les 5 méga zombies de la mort qui tue de Chine qui sont super forts. C'est vraiment génial, j'ai des bons souvenirs de ce passage-là en manga il y a très longtemps, quand je l'avais lu, quand c'était l'édition normale. Ensuite, dans le tome 5, donc c'est la fin de ça, c'est le début du 2e tour avec l'arrivée de Yo, donc le grand méchant de la série. Il y a aussi, ils prennent l'avion, ils se retrouvent aux États-Unis. L'arrivée de Lizurg, donc l'un des grands personnages, un des gros protagonistes pour plus tard dans la série, qui est donc un chaman anglais qui se bat avec Lily, avec une petite fée si je dis pas de bêtises. Parce que je relis pas les tomes, hein, je les ai lus il y a très longtemps, je refeuille juste un petit peu et je sais qu'il y avait un petit passage extra game qui était pas hyper intéressant sur Tao et sa sœur qui bouffent, qui lui fait à bouffer, si je dis pas des bêtises, et c'était juste le seul truc intéressant. Voilà, bon, mais voilà. Shaman King, c'est toujours aussi bien. Je relirai, je pense, quand la série sera complète d'un coup, cette édition-là. Vu que j'ai déjà l'édition classique, c'est vraiment pour la collection et pour l'extra game que je lis ça. Mais voilà, si vous connaissez pas, allez-y. Franchement, les couvertures, celle-là, je trouve qu'elle déboîte sa race avec Tao. Je la trouve super belle. Voilà, franchement, Shaman King, c'est de la bonne. Et vivement l'animé en 2021. Shaman King Flowers, tome 4 sur 6, il reste plus que 2 tomes, c'est un gros tome avec pas mal d'action encore une fois, avec notamment l'arrivée de ce personnage-là dans le tome précédent qui affronte Anna, avec, alors il a alors c'est un fantôme démon je crois, mais je suis pas sûr, parce qu'il a une apparence de jeune fille, mais alors je pense que c'est une créature folklorique qui a été déformée avec le temps, le gros combat qui déploie de sa race, et... Ensuite, on nous explique un petit peu, après 4 tomes, qu'est-ce que c'est que le Flower of Maze, parce que c'est un petit peu un truc qu'on nous rabat souvent les oreilles en nous expliquant que le Flower of Maze, le Flower of Maze, le Flower of Maze, et en fait on nous explique que
il y a 8 Shaman King, parce que tous les 500 ans, il y en a un nouveau qui arrive, mais il n'y a pas une destitution, c'est juste que c'est une sorte de conseil de dieu. Et en fait, là, ils sont pas d'accord, donc il va y avoir un gros baston mode Battle Royale entre les différentes équipes des différents Shaman King, et que là, il y a un gros contentieux entre l'actuel et l'ancien qui était ennemi, parce que Yo a survécu et s'est réincarné 500 ans plus tard pour devenir Shaman King, et en fait, il détestait l'ancien, qui, alors, ils expliquent, qui a créé le monde capitaliste tel qu'on le connaît, et j'avoue que c'est hyper intéressant, parce que dans Shaman King, on savait déjà qu'il y avait cette histoire de capitalisme, le fait que le monde s'industrialise et que les chamans disparaissent tout doucement, et Yo aimait pas trop ça, Ao non plus. Et il y a un petit peu le côté, on va suivre Ao qui est une sorte de, un petit peu, comment dire, j'ai plus le mot, écolo, face à un méchant qui est un peu capitaliste, un petit peu Trumpesque, et ça va être intéressant. Alors on a aussi l'arrivée de Mao, qui, si j'ai pas de conneries, j'ai oublié son nom, c'est le fils de Tao Ren et de... Iron Maiden. Et alors je me dis, ah bon, genre ils étaient ensemble. À quel moment ils ont fricoté? Parce que à aucun moment on les voit, ils sont... Ah, je crois qu'un petit peu vers... à un moment donné, je crois que Tao, il l'envoie chier. Et alors est-ce qu'elle a kiffé ça? Genre quelqu'un qui lui manque de respect, ça l'a fait... son cœur, il a battu d'un coup, il dit, oh, c'est mon âme sœur. J'ai trouvé ça assez intriguant. J'ai dit, ah, d'accord. Tao et Iron Maiden, Jeanne, Iron Maiden, c'était intéressant. Il y a aussi l'arrivée des Égyptiens qui reviennent une nouvelle fois. Je pense que, alors je sais qu'il y a une suite à ça, et je pense qu'en fait ces 6 tomes de Flower sont vraiment l'introduction au Flower of Maze, qui va être donc le prochain arc, qui arrivera en 2021 chez Kana, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment sympathique, et vivement la fin pour avoir le vrai arc avec le vrai combat entre les différents dieux. Notamment, en théorie, on sait qu'il y a Jésus parmi les Shaman King, et qu'il y a Bouddha. Ce qui fait qu'il y a le capitalisme, Ao, Jésus et Bouddha. Il y en a encore 4 autres, alors je pense qu'il y en a un, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y en a un qui est la mythologie aztèque, il y a sûrement Zeus, peut-être Odin, ça serait cool qu'il y ait les différents panthéons mythologiques qu'on ait connus, parce que il y avait quand même pas mal de panthéons qui étaient un peu représentés dans le Shaman King, le Shaman Fight de Shaman King. Est-ce qu'on verra ces différents panthéons? Parce que on voit un gros barbu, je pense que lui c'est censé être... Allez, je croise les doigts, Zeus. Alors, est-ce qu'on verra les différents panthéons importants, on va dire, de notre monde représentés là-dedans? Je sais pas. En tout cas, il y a potentiellement encore 4 Shaman King de panthéons. Je croise les doigts. Voilà, en tout cas, Shaman King Flower, c'est super bien. Moi, j'adore. Je suis vraiment très content que 2020 soit la renaissance de Shaman King. Yawara, tome 2, c'est toujours aussi bien, Yawara. J'adore énormément. J'ai beaucoup aimé le passage où... elle a un défi contre une fille qui fait au moins, alors c'est méchant ce que je dis, mais 200 kilos de plus qu'elle, qui est énorme et qu'elle le bat quand même. Et en fait, c'est le gros moment action qui dure quand même assez longtemps dans le tome. Il y a aussi un nouveau mec dans son club de judo qui est un peu un pervers, qui veut absolument la bécoter, qui se fait, elle arrive à s'en débarrasser. Mais ce qui m'a vraiment marqué avec ce tome, c'est l'arrivée de la mère de Yawara, qui est à la recherche de son père, qui est parti un peu s'entraîner un peu partout dans le monde. On sait pas où est-ce qu'il est. Et quand j'ai vu ça, je me dis waouh! C'est marrant, ça rajoute encore un petit peu du grain de moindre à un propos qui est souvent chez Naoki Urasawa, c'est la non-présence des pères. Dans Sword Samurai Boys, le manga commence avec... on sait que le père de Kenji, si je dis pas de conneries, est déjà mort depuis longtemps. Dans Monster, Tenma, ses parents, on les voit jamais. On sait qu'ils sont vivants, mais on les voit jamais. Dans Pluto, il y a une figure parentale qui est là, mais le problème c'est que c'est des parents qui ont abandonné leurs enfants, notamment avec Astro. Il y a le père de l'inspecteur dont j'ai oublié le nom. Dans Happy, les parents ont disparu, sont morts. Et Master Keaton, on suit un père. Voilà. Et c'est marrant, il y a toujours ce propos du père absent, pas là. Je trouvais intéressant. Je voulais juste en parler un petit peu avec vous. Je voulais partager ce petit état de fait. Voilà, c'est Yawara, c'est toujours un plaisir à lire. J'aime beaucoup. Les couvertures sont magnifiques, sont splendides. Et si vous ne connaissez pas, mais foncez, c'est trop bien. On arrive enfin à la fin de cette vidéo avec Demon Slayer tome 13 et tome 14. Beaucoup d'action dans ce tome avec notamment l'arrivée de la lune supérieure 4 et 5 qui arrivent en même temps. Mais alors ils sont confrontés avec Tanjiro. Il y a ce type là qui est censé être le petit frère du pilier du vent qui s'appelle Genya Shinazugawa. Il y a Tokito qui est le pilier de la brume qu'on a vu dans le tome précédent en couverture. Il y a le pilier de l'amour. Ça fait beaucoup d'ennemis, mais en même temps, les adversaires sont quand même relativement costauds. Ça n'arrête pas une seule seconde pendant 2 tomes. J'ai lu les 2 tomes d'un coup, ça ne s'arrête pas une seule seconde. L'arc, il avait commencé le tome précédent avec l'épée à récupérer, à reforger plutôt.
Là, honnêtement, limite, j'aurais relu le tome 12, j'aurais enchaîné les 3 tomes d'un coup, et peut-être même le tome 15 si je l'avais, tellement ça s'enchaîne à une vitesse, c'est prodigieux, je trouve ça vraiment super bien. Les attaques spéciales et les techniques, notamment elle avec son sabre fouet et sa force herculéenne, enfin en plus on enchaîne, grosse action, grosse technique spéciale, nous power-up, flashback à une vitesse et ça s'enchaîne mais tellement super bien, tellement de manière fluide, je trouve ça prodigieux. Franchement, je trouve ça prodigieux. Demon Slayer, c'est trop bien et je trouve qu'il a le succès qu'il mérite. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, la dernière de l'année 2020. À l'année prochaine pour des nouvelles lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était très très longue, avec beaucoup de titres, beaucoup de choses. Si c'est le cas, bah, vous, comme d'hab, likez, commentez, partagez, vous connaissez la rengaine. Et moi je vous dis à dans pas très longtemps pour ma vidéo top manga et top animé de l'année 2020. Et après l'année prochaine, il y aura mon mangaverse sur Captain Tsubasa. Et on va commencer un gros marathon de mangaverse sur des mangas de sport du Shonen Jump. Voilà, pendant 4 mois, vous allez avoir du Shonen Jump et du sport à tir-larigot. Voilà, c'était le mangaverse, c'était la petite news, voilà, pour ceux qui regardent jusqu'au bout de la vidéo. Et maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde. Suivez mon Twitter, mon Instagram, etc. Vous connaissez la rengaine. Et allez, bonne année, bon Noël, etc. Vous connaissez la rengaine. Allez, je suis fatigué là. Ça fait 1 heure que je chante cette vidéo. Allez, à plus tout le monde.